Précédemment, dans Rufus. Cole réussit à vaincre les Flandrines, puis rattrape Thorn et Rufus. Mal en point, ils doivent se reposer quelques jours avant de repartir. Rufus, Thorn et Cole se rendent à Myril, un village minier situé dans le creux d'une vallée, où ils sont accueillis par Amélie, l'ancienne compagne de Cole. Thorn s'effondre sur le divan. La soirée commence sur un ton festif, jusqu'à ce que Sorel, le nouvel élu d'Amélie, ne survienne. Il se chicane avec Cole et prend la fuite. Le cerveau classe! La nuit, Rufus rêve à la maison de paille et à l'homme effrayant qui semble la garder. Comme d'habitude, il se réveille avant d'avoir pu y accéder. Après le déjeuner, les voyageurs repartent. Cette fois, ils se dirigent vers la gare, avec le projet de poursuivre leur chemin en train. Rufus, saison 1, épisode 6. Le garde royal. Armés de leurs pioches, ils s'acheminaient vers une immense structure de bois agglutinée à la montagne. Ils grimpaient des escaliers chambranlants et se plaçaient en rang avant de disparaître un à un sous la roche. Ils ne parlaient pas, souriaient très peu, habitués, indifférents. Et tandis que chacun d'eux s'enlisait dans la mine, toute lueur avait disparu de leur regard. Leurs pupilles, d'un noir mat et funeste, ne reflétaient qu'un lourd abattement. Hommes, femmes, jeunes, vieux, le même abattement. Profond, chronique, ordinaire. Parmi la foule de mineurs, 3 personnages se démarquaient du lot. Le premier était grand, large et musclé. Il portait une longue cape rafistolée ou l'épaule gauche, qui épousait la forme d'une épée rivée dans son dos. Le deuxième, qui revêtait le même costume que son compagnon, était à peine plus petit, mais beaucoup moins costaud. Son visage chireux faisait penser à une illustration à l'encre. Ses traits étaient noirs, son teint blanc, et ses lèvres se recroquevillaient vers le haut. Il ressemblait à un mort. Le troisième était un adolescent aux yeux bleus. Ses cheveux bruns descendaient dans le haut de sa nuque. Un cordon attaché à son cou retenait une boussole sur son torse. Sa figure, aux traits doux, faite sur le long, était maigre et pâle. Alors qu'on se dirigeait par masse vers la galerie aménagée, Thorn, Cole et Rufus se collaient à la route de la Méduse, qui menait à la nouvelle gare de Myril. Ils n'avaient pas songé que les mineurs se levaient aussitôt, mais aucun d'eux n'avait éprouvé le moindre intérêt à leur égard. Ils avançaient machinalement dans ces terres de roche. Ils butineraient toute la journée pour un salaire de misère, et le fruit de leur labeur serait acheminé au roi d'Hélas, Édouard, l'un des 3 monarques du pays de Tal. Je me demandais, pourquoi n'êtes-vous pas en mesure de voir ce à quoi je rêve? Se risqua Rufus, qui se posait la question depuis son réveil. Tu ne pourrais pas comprendre. Comprendre quoi? Comprendre. Thorn se referma, comme à son habitude. Tu as une sorte de barrière en toi. Une barrière pour les rêveurs. Thorn frappa Cole d'un regard sévère. Cela ne dura qu'une seconde. C'est un sceau que tu portes en toi. Ça te protège des intrusions, mais ça t'empêche également d'utiliser tes pouvoirs. Néanmoins, ton sceau commence à se fissurer. Ce qui veut dire que je peux utiliser les rêves? Thorn acquiesça. Il sert à quoi, ce sceau? Un sceau retient quelque chose. Une information. Une énigme. Quelque chose qu'on a caché à l'intérieur de ton esprit.
C'est cela que le félon recherche. Et il renferme quoi? Aucune idée. Impossible de le savoir sans le briser. Brisons-le alors. Il se brisera tout seul quand le moment viendra. Ce n'est pas un jeu, Rufus. Nous pourrions libérer une puissance qui te tuerait. Rufus resta pétrifié. Il rattrapa les deux autres à la course. Comment savez-vous tout ça? Le sceau, Capandi. Comment pouvez-vous savoir? C'est agaçant de vous suivre comme ça, et qu'on se taise sur les questions les plus élémentaires. Cole s'approcha de lui. Laisse tomber, mon garçon. Tu n'as plus le choix maintenant. Tiens. Castafiot traîne encore ici, à ce que je vois. Artiste de rue, Castafiot peignait les passants en émettant d'étranges bruits. Il se parlait et se répondait tout seul. Il chantonnait, il dansait dans ses haillons, puis s'accotait à la gare et se prenait douloureusement les côtes. En apercevant les trois voyageurs, Castafiot se releva et se mit à peindre. Ne le regarde pas, Rufus. Cet homme, il est maudit. Rufus fit instinctivement un pas de reculon. Vous voulez dire qu'il est possédé? Par le chant du rossignol, oui. Castafiot fut anciennement un peintre connu. Plusieurs fois, il fut invité d'honneur au Royaume Rouge. T'en en sais quelque chose? Oui. Le château détient encore certaines de ses plus belles toiles. Maintenant, ses dessins sont niais et imprécis. Sa vision du monde s'est atrophiée. Viens, Rufus. Désolé. C'est la première fois que j'en vois un. Tiens-toi-en loin. Il pourrait te transmettre sa malédiction. Mais la contagion n'a-t-elle pas cessé depuis que le rossignol a été tué? Je ne prendrai pas le risque. Rufus croisa soudain le regard de Castafiot. Le peintre avait cessé de se trémousser. Ses pupilles s'étaient dilatées. L'expression de son visage rond et gonflé passa de la surprise à la terreur. Il en échappa l'un des pinceaux qu'il tenait à la main, puis tous les autres. Il se prit les côtes. « Ah! Laisse-moi! Jeune bacane! Laisse-moi! » cria-t-il. Un homme en uniforme sortit de la gare. « Castafiot! Allez-vous-en! Partez! Je ne veux plus vous voir ici! Laisse-moi! 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 » L'itinérant trébucha dans ses pieds, tomba sur le chevalet, et le tableau suivit, sur sa tête. Recouvert de peinture, ses cris redoublèrent d'ardeur. D'autres personnes en uniforme surgirent de la gare, mais à l'évidence, tous étaient réticents à l'idée de l'approcher. L'un d'eux se munit d'un bâton et entreprit de chasser le vieillard, en agitant son arme dans le vide, comme on aurait fait devant un animal menaçant. Le peintre se replia. « Rufus? Rufus, ça va? Ne t'en fais pas, il est parti. » Rufus secoua la tête et se remit à respirer normalement. Jamais, durant sa crise, Castafiot n'avait cessé de le fixer. L'intérieur de la gare était propre et aéré. Constituée d'une seule pièce entièrement fenêtrée, elle était remplie de tables et de longs bancs de béton. On envoya Rufus acheter les billets. Contrairement à ses deux compagnons, il se promenait à visage découvert et ne craignait pas de se faire reconnaître. Personne ne le connaissait à l'extérieur de Saul. En lui fournissant les billets, la femme du kiosque leva la tête vers ses acolytes, toujours encapuchonnés, puis chuchota. « Ne t'en fais pas, tout est sous contrôle. » Cette remarque ne manqua pas d'étonner Rufus, mais il ne comprit que plus tard sa signification. L'attente se déroula à proximité du point d'embarquement, là où la voie ferrée se recourbait en un demi-cercle. Au loin, la montagne côtoyait la côte. L'océan blanc cognait contre les rochers. Rufus frémit.
La vue de la berge, la sensation du vent frais dans ses cheveux faisait naître en lui quelque chose comme de l'excitation. C'est le train qui arrive là-bas? Oui, impressionnant, n'est-ce pas? Oui. Et surtout très bruyant. Je ne savais pas que c'était aussi gros. Attends de voir l'intérieur. On dirait de petites chambres. Je me demande s'ils ont des boissons. Restons discrets. Oui, d'accord. Passagers ou commerçants? Passagers. Wagon 2, circulez! Rufus commençait tout juste à relâcher ses poings crispés. Sa mâchoire lui faisait mal. Au démarrage, il s'était senti aspiré par le dossier de son siège, puis s'était cramponné en espérant que le supplice s'arrête. Un peu plus et il se mettait à hurler. Cette machine faisait un bruit d'enfer, et on l'entendait craquer de tous bords, tous côtés, comme si elle s'apprêtait à se désintégrer sur place. Quand le sol tremblait sous ses pieds, ou que le train ballottait, il ne pouvait jamais être sûr que ce ne soit pas dû à un problème mécanique. Définitivement, il préférait les chevaux. Rufus fouilla le wagon du regard. 6 banquettes d'un côté, 6 banquettes de l'autre. Une allée tapissée au centre. Les façades étaient rouge vin. Des lampes éteintes étaient disposées en hauteur sur des bordures adjacentes. Il y avait une agente qui se tenait debout à l'avant et qui les regardait furtivement. « Dis, il y en a une qui me fait de l'œil, pas vrai? Je suis pas fou, hein? J'aime les trains. Les trains, c'est l'avenir. D'ici une dizaine d'années, il va y en avoir partout au pays. Saul aura aussi sa propre gare. Plutôt pratique, hein? » À sa gauche, Thorne, égal à lui-même, regardait par la fenêtre. Si Rufus ne l'avait pas vu dormir la veille, il aurait juré que ça ne lui arrivait jamais. Ses cernes partageaient probablement la même opinion. « Vous pensez qu'il est trop tôt pour une flanquette? » Cole enleva ses grandes bottes, ses bas, et posa ses pieds nus sur la bande de métal qui recouvrait le banc d'en avant. Une odeur d'œufs pourris s'en échappa. Ils étaient les seuls occupants du wagon. « D'ailleurs, Ruf, comment tu la trouves, cette agente? Pas si mal, hein? Les filles sont comme un paquet cadeau. Tu ne sais jamais ce que tu trouveras à l'intérieur. Attentionné, timide, féroce. Il y en a pour tous les goûts. Bah, si au moins elle n'était pas aussi cachotière. C'est bien ça le problème. Elles racontent des mensonges et finissent par y croire elles-mêmes. Un couple, ça ne peut pas tenir dans le mensonge. J'ai raison, n'est-ce pas, Thorne? Non. Je ne saisis rien à tes théories, rétorqua le rêveur. Et ôte tes pieds de là. Il fait son connaisseur, mais il n'a jamais vécu quoi que ce soit qui ressemble à de l'amour. Bientôt, les terres grises de Myril se métamorphosèrent en une étendue boisée et dense, où la végétation poussait à foison. De hauts et droits feuillus délimitaient la piste. Rufus tressaillit. Un tableau vivant se renouvelait sans cesse devant lui par la fenêtre. Toutes les couleurs de la forêt, de ses fleurs, de ses plantes, se fusionnaient à l'infini. Le vert, le rose, le marron. Il pensa à tout ce qui l'attendait devant. Et à ce qu'il laissait derrière. Bien sûr. Le premier arrêt environnait une pyramide en pierre délabrée.
un écriteau voûté à la renverse indiquait « Village d'Épeautre ». Je suis déjà allé dans ce sanctuaire, quand j'étais plus jeune. Il y avait une muse célèbre dans ce temps-là. Il était en communion avec un démon. Il s'emparait de son corps et lui faisait dire toutes sortes de folies. Le sanctuaire est abandonné? Oui, le village d'Épeautre a été évacué lors de la Grande Guerre, comme la plupart des villages entre Myril et Hélas. Saul n'y a pas complètement échappé non plus. C'est le phénomène de la grande déportation. J'ai vu ça dans mes cours. Tout à coup, Thorn se retourna vers eux. Les employés du train. Ils parlent de nous. Rufus réalisa alors que depuis le début, Thorn ne se concentrait pas sur le paysage, mais sur le personnel du train, qui l'espionnait par le reflet de la vitre. Je pourrais ensorceler la jante pour savoir ce qui se passe. Mais vu mon état, je risquerais de tomber en convalescence forcée. Vaut mieux ne pas prendre de risques, fit Cole. Rufus le seconda. Sauf que quelque chose se trame ici. Un garde venait d'entraîner la jante dans le coin du wagon pour lui dire quelques mots à couvert. Il leur jetait des regards à la dérobée. Je pourrais leur demander, tout simplement. Non. Il faut descendre. Tout de suite. Et les vivres? On n'a presque rien. Rufus blêmit. Retourner dans la forêt? Sans nourriture, ni endroit où dormir? Tu as raison, admit Thorn. Attendons, plutôt. Au milieu de la nuit, le rêveur les réveilla. Ils sont 3. La première nous surveille en continu. Le deuxième fait la liaison avec le conducteur. Le troisième est posté en retrait. Il est armé. Cole ricana malgré la fatigue. Ce n'est pas drôle. Ils ont un plan qui nous concerne. Mais ils attendent quelque chose. Alors que faire? Rien. Mais restons à l'affût. Au matin, un agent équipé d'une épée placée en évidence sortit de l'ombre. Il susurra quelques mots à l'oreille de l'agente, bifurqua et s'enfuit dans un autre compartiment. L'agente se gratta l'avant-bras, puis le menton, puis encore l'avant-bras. Le train venait d'en croiser un autre. Bientôt, il s'immobilisa. C'était le 4e arrêt. C'est lui, ton homme armé? Ses mains sont si petites qu'on dirait des mognons. Rufus fut saisi d'un fou rire. Mais il s'évanouit d'un coup. Quelqu'un venait d'entrer dans leur wagon. C'était un vieillard rachitique, avec des yeux gris, une épaisse barbe blanche et une chevelure clairsemée. De longues rides éparses remplissaient sa figure craquelée. Ses mains étaient longues et délicates, comme tout le reste de son corps. Mais sa démarche révélait une force et une confiance certaine. Ce qui avait tout de suite alerté Rufus était son habit. Une cape rouge, recouverte de motifs brodés de blanc et d'or, sur un costume noir qui se retroussait au niveau du cou pour former un grand collet. Un insigne représentant 5 croix placées côte à côte flamboyait au centre de sa ceinture. Un rêveur de la garde royale. Jeune homme, suis-moi. J'ai à te parler. Il n'ira nulle part. Je vous demande pardon? Il n'ira nulle part. L'agente poussa un cri aigu. Les autres employés, qui s'étaient rangés à l'embouchure avant pour assister à la scène, serraient les dents. On ne pouvait faire un tel affront à un garde royal. Mais je te reconnais. Médias, répondit Cole en lui faisant une accolade. Ça fait un bail. Mais... balbutia un agent,
déçu de la tournure des événements. Le garde royal est en train de s'acoquiner avec les criminels? Vous n'aviez pas de travail à faire, vous? Dégagez! Les employés du train désertèrent le wagon. Nom du divin! Thorn! S'étouffa Médias, alors que Thorn abaissait son capuchon. Tu n'étais pas en mission! Et toi, qu'est-ce que tu fais ici, vieillard? Répliqua Cole. J'ai inscrit Sarah au tournoi ce matin. Lorsque je suis rentré, on m'a envoyé ici. Je devais intercepter un train et retrouver 2 êtres suspects. On soupçonnait un enlèvement d'enfants. Les informations venaient de Saul. Voulez-vous bien me dire ce que vous êtes allé faire à Saul? C'est pourtant clair, dit Thorn. Voici mon nouvel apprenti. Rufus sursauta. Son apprenti? Médias les regarda tour à tour. Et la capuche? Tu le sais comme moi. Officiellement, j'étais en mission. Je n'étais pas censé être à Saul. J'apprécierais que tu n'en dises rien. D'ailleurs. Donc, ce gamin est ton apprenti. Ça signifie que tu vas l'inscrire au tournoi. Je suis là pour ça.